Donc aujourd'hui, nous recevons Dr Catherine D, chef médicale du secteur jeunesse 0-25 ans à la Direction régionale de santé publique de Montréal. En 2014, Dr D complète ses études médicales et poursuit sa résidence en santé publique et médecine préventive. Elle entreprend ensuite en 2016 une formation spécialisée en surveillance et monitorage du développement des jeunes enfants. Depuis lors, sa pratique et ses travaux en santé publique portent particulièrement sur les interventions préventives visant à réduire les inégalités sociales de santé, particulièrement en petite enfance. Donc, par ailleurs, depuis 2017, Dr D occupe le poste de professeur adjoint de clinique à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, tout en étant affilié au département de médecine préventive et sociale de l'ESPOM, donc l'École de santé publique de l'Université de Montréal, où elle collabore avec d'autres professionnels sur des sujets de recherche et d'évaluation liés à la santé et au développement des enfants. Elle supervise régulièrement des stagiaires de l'ESPOM issus de différentes options de maîtrise, dont j'ai moi-même eu la chance de faire partie. Donc, ce séminaire fera d'abord un survol des différentes enquêtes populationnelles portant sur la santé et le développement des jeunes à travers leur parcours de vie, soit de la grossesse à la transition à l'âge adulte. Dr D illustrera ensuite l'utilisation concrète de ces données à travers des exemples tirés de sa pratique, notamment au regard de la périnatalité, du parcours préscolaire du développement des enfants, des habitudes de vie et de la santé mentale des jeunes. Donc, elle vous proposera pour terminer un exercice pratique afin de vous permettre de vous familiariser à l'application de données de surveillance dans le cadre de la planification des interventions de santé publique auprès de la population jeunesse. Donc, avant de laisser la parole à Dr D, simplement vous rappeler que le séminaire d'aujourd'hui est enregistré et que les personnes qui ne souhaitent pas y figurer peuvent garder leur caméra fermée. Merci. Monde, ça fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup là, à l'École de santé publique pour l'invitation. Donc, juste faire une petite mise en bouche un peu cocasse, c'est que moi, à la base, j'avais compris que le séminaire s'adressait à quelques étudiants de maîtrise de surveillance de l'École de santé publique. Puis finalement, j'ai compris un petit peu sur le tard que c'était ouvert à tous les professionnels de surveillance, dont des gens de l'INSPQ et des différentes DRSP. J'ai vu dans les invitations qu'il y avait des gens de ma propre DRSP à Montréal. Donc, je salue les gens qui sont là autant dans le secteur jeunesse que dans le secteur surveillance. Donc, tout ça pour vous dire que, dans le fond, ma présentation s'adressait surtout à des étudiants à la maîtrise. Et là, comme je vois qu'il y a des experts de surveillance dans la salle virtuelle, ben, je vous invite au fur et à mesure, là, s'il y a des précisions, des questions, des nuances à apporter, d'écrire soit dans le chat ou de lever la main, parce que de mon côté, je n'ai pas la prétention d'être une experte de surveillance. Ma présentation a beaucoup un angle de pratique de la santé publique qui utilise des données de surveillance. Donc, c'était ma petite introduction là, avant de commencer. Fatima, peux-tu me dire si ma présentation elle est en plein écran? Non, pas encore. Donc, normalement, en dessous, à ma droite, donc peut-être à votre gauche, vous allez voir, OK. Là, vous allez voir. Je vais refaire un test. Pas encore. Oui, c'est ça, je peux cliquer. C'est parfait. Ça va comme ça. Donc, ma présentation s'intitule Surveillance de la santé des enfants et des jeunes au Québec, regard pratique de santé publique sur les enquêtes existantes et les thématiques émergentes. Ça fonctionne quand je change la diapositive. Oui, tout est bon. Parfait. Donc, les objectifs du séminaire, c'est de connaître les enquêtes provinciales portant sur la santé des enfants et des jeunes à travers leur parcours de vie, comprendre les types d'utilisation des données à l'aide des exemples là, vraiment tirés de situations réelles, là, des exemples tirés de la pratique de santé publique. Et comme je travaille à la DRSU de Montréal, c'est beaucoup des exemples tirés de la pratique au niveau régional et local. Et d'amorcer une démarche d'analyse de données régionales, c'est l'exercice pratique dont Fatima vous parlait,
Et j'ai choisi de faire l'exercice sur l'enquête québécoise du développement, sur le développement des enfants de la maternelle, l'ECDEM 2022, parce que dans le fond, c'est une enquête que je connais très bien là, pour avoir présenté même hier sur les nouvelles données régionales de cette enquête-là. Alors, peut-être quelques mots d'introduction. Oui, j'ai comme entendu une question. OK, je poursuis. Donc, quelques mots un peu pour vous donner le contexte de mon milieu de pratique. Donc, à la DRSC de Montréal, on a un secteur qui s'appelle le secteur jeunesse 0-25 ans, qui vraiment pose un regard là, sur la santé des enfants et des jeunes à travers leur parcours de vie. Donc, ça commence dès la grossesse, la période de périnatalité, la petite enfance, l'enfance qui est beaucoup associée là, plus aux enfants d'âge scolaire des écoles primaires, l'adolescence, parce que c'est plus les enfants, les élèves, les jeunes qui fréquentent le secondaire. Et également, on couvre la transition chez les jeunes adultes, donc des interventions, là, par exemple, dans les cégeps et les universités. On est une équipe qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec différents partenaires intersectoriels. Donc, nos milieux jeunesse, ce sont nos principaux partenaires. Par exemple, les services de garde éducatif à l'enfance et les différentes écoles primaires, secondaires, cégep, universités. Et bien sûr, on travaille très étroitement aussi avec le réseau de la santé, avec les CIUS, avec les organismes communautaires, avec la ville de Montréal. Donc, que j'essaie de vous présenter aujourd'hui, ça touche vraiment notre pratique de santé publique qui utilise vraiment régulièrement des données de surveillance. Donc, voilà quelques thématiques qui sont couvertes dans notre secteur. Puis, vous voyez là aussi les différents types de partenaires ou de milieux qui sont touchés. Donc, non seulement on touche là, des thématiques en jeunesse, mais on touche également certaines thématiques transversales qui vont s'appliquer aux populations jeunesse. Donc, c'est certain que dans notre pratique, on utilise toutes les fonctions de santé publique dans notre secteur en appliquant ça là, aux populations et aux milieux jeunesse. Et vous voyez que la surveillance là, fait vraiment partie intégrante de notre pratique. Je vais avancer un peu parce que j'ai quand même beaucoup de matériel aujourd'hui. Donc, la fonction de surveillance, comment elle s'organise dans notre pratique, est un peu différente de les gens qui travaillent en santé publique en surveillance. Donc, souvent, par exemple, si on se prend du point de vue d'une enquête, une enquête va couvrir souvent plusieurs sujets spécifiques sur une thématique qui est plus large ou sur un type de population. Puis, dans les équipes, dans les enquêtes, pardon, qu'on a au Québec, souvent, on a des données qui ont une représentativité régionale, mais on n'a pas beaucoup d'enquêtes qui ont des données qui nous permettent d'avoir une certaine représentativité locale. Et quand je dis locale, là, ça peut être au niveau des territoires de CIUS, ça peut être au niveau des arrondissements, mais également des échelles géographiques encore plus petites comme des territoires de CLSC ou même ce qu'on appelle de notre côté des voisinages. Les données locales sont souvent celles qu'on trouve le plus utiles là, pour la planification de nos interventions. Donc, c'est peut-être à garder en tête là, parce que c'est souvent des enjeux qu'on vit avec les grandes enquêtes provinciales au niveau de la représentativité dans nos régions. Ensuite, quand on se place du point de vue du praticien de santé publique, ben, de notre côté, on va partir souvent d'une population ou d'un sous-groupe de la population. On peut partir aussi d'un problème de santé ou d'un déterminant pour aller chercher l'ensemble des données de surveillance qui touchent cette problématique-là à partir de différentes sources. Donc, ce n'est pas tout à fait la même perspective que quand on a une enquête pour laquelle on va diffuser différents types de résultats. On a aussi un exercice de partir de certaines populations ou certaines thématiques pour aller chercher un ensemble de données de surveillance là, qui peuvent apporter un regard complémentaire. Également, un point que je trouvais important de vous mentionner, c'est que dans notre pratique de santé publique, il y a souvent un certain rapprochement entre les fonctions de surveillance, de monitorage, d'évaluation, parce que dans le fond, ça peut parfois, ces fonctions-là, utiliser les mêmes sources de données, et dans le fond, ce sont toutes sortes de données qu'on utilise, là, autant les données de surveillance que les données de monitorage, que celles d'évaluation et de la recherche, afin de vraiment nous aider à faire de la planification de nos interventions et de l'amélioration continue. Donc, vous allez voir que dans la présentation, c'est majoritairement des données de surveillance dont je vous parle, mais des fois, il y a des petits moments où est-ce que je glisse vers des données de monitorage.
Donc, j'ai quelques exemples pratiques au fur et à mesure de ma présentation. C'est souvent en lien avec le PARI. Donc, le PARI, c'est notre plan d'action régional intégré à Montréal. Puis c'est notre offre de services là, qu'on offre à nos partenaires et à la population. Puis, il y a également un volet là, de planification des actions locales par les CIUS. Et c'est, dans le fond, on a mis à jour l'an dernier notre planification régionale. Et pourquoi je prends la peine de vous en parler, c'est que c'est vraiment un exercice qui a demandé une grande utilisation des données de surveillance et de monitorage pour planifier puis améliorer les interventions qu'on fait chez les populations jeunesse. Alors, c'est quoi les grandes sources de données qu'on utilise là, en jeunesse? Euh, Bien sûr, les enquêtes. La majorité de ma présentation porte sur des données d'enquête. Puis j'ai mis recensement tout de suite après, là, parce que dans le fond, on utilise vraiment beaucoup les données de recensement aussi pour connaître notre population. Et ça nous permet quand même, le recensement, d'aller à des échelles géographiques très petites. Et ça permet aussi de faire certains croisements pour des données d'enquête lorsque c'est possible, afin de vraiment essayer d'avoir un certain regard sur les inégalités sociales de santé quand on est capable de ventiler, par exemple, pour certains sous-groupes de la population en fonction des caractéristiques soit démographiques ou socio-économiques de nos jeunes. On utilise également beaucoup de données médico-administratives. Probablement que vous connaissez là, la majorité de ces sources de données-là. Donc, Medeco pour les données d'hospitalisation, les données d'urgence. Donc, en jeunesse, on utilise beaucoup les données des urgences pédiatriques. InfoSanté, les différents appels qui se font, par exemple, pour la fièvre. C'est sûr que ça nous intéresse beaucoup en jeunesse pour le volet prévention-contrôle des maladies infectieuses. Le fichier des naissances, le fichier des décès, euh, le fichier, par exemple, le registre de vaccination du Québec, ce sont vraiment toutes des données médico-administratives qu'on utilise au quotidien. On a aussi des données administratives de nos deux principaux ministères là, avec lesquels on travaille avec nos partenaires, donc le ministère de la Famille et le ministère de l'Éducation, qui nous fournissent là, des précieuses données sur, par exemple, le nombre d'écoles, le nombre de milieux de garde, par type de milieu de garde, par exemple CPE, garderies privées, subventionnées, non subventionnées, les taux de place en service de garde par territoire, les places protocoles, par exemple, là, pour intégrer des enfants vulnérables en CPE. Des données également sur les classes d'accueil. Vous allez voir que c'est quand même d'actualité, là, ben, je dis à Montréal, mais au Québec en général. Et les enfants avec des codes EHDAA, là, qui est un code administratif pour des élèves avec un handicap, des difficultés d'adaptation. Donc, ça, c'est vraiment des données qu'on reçoit par les ministères et qui ne sont pas nécessairement considérées comme des données classiques de surveillance, mais qui sont très, très utiles à la planification de nos interventions. D'autres sources de données qu'on utilise régulièrement, des rapports de coroner, des rapports d'intervention ambulancière ou des interventions policières, là, plutôt quand on a, par exemple, des signalements. Beaucoup de données de monitorage des services préventifs. Donc, par exemple, le monitorage des scellants dentaires qui sont dans les écoles, les données de vaccination, les taux d'allaitement qui sont saisis par les CIUS dans le ICLSC, des données sur le nouveau programme Ma Grossesse, qui est le nouvel avis de grossesse là, qui a été lancé depuis presque 2 ans, le programme CIP, le programme Agirto, les aires ouvertes. Donc, ça, c'est évidemment des interventions de santé publique qu'on fait pour lesquelles on a un certain monitorage et qui, selon certaines circonstances, selon la qualité des données, selon aussi la certaine représentativité des données, on peut parfois utiliser à des fins de surveillance aussi. Je m'en voudrais de ne pas vous dire qu'on utilise également beaucoup de données qualitatives, même pour des fins de surveillance. Je ne sais pas si c'est un vocable là, qui peut faire réagir certains, parce que souvent, quand on parle de surveillance, c'est beaucoup plus des données quantitatives. Mais de notre côté, on utilise également beaucoup de données qualitatives, beaucoup pour des phénomènes en émergence, pour des phénomènes pour lesquels on a des données d'enquête qui ne sont pas représentatives de nos territoires locaux ou pour lesquels on n'a soit pas de données du tout ou des données qui datent. Par exemple, pendant la pandémie, on a beaucoup utilisé des données qualitatives quand nos partenaires nous rapportaient certaines observations. On essaie de mettre en valeur beaucoup les savoirs expérientiels des professionnels de la santé, des intervenants communautaires. On va souvent aussi faire des évaluations des besoins qui peuvent, par exemple, utiliser des entrevues avec des acteurs clés ou bien des focus group. Et on va même parfois utiliser là, certaines
certains propos, certains constats qui sont rapportés dans les médias. Évidemment, toutes ces sources de données-là qui sont plus qualitatives, on les utilise avec prudence, avec des nuances, mais quand même, des fois, les données quantitatives d'enquête ou d'autres sources de données ne sont pas assez réactives pour qu'on puisse prendre des décisions. Puis un exemple concret, c'est vraiment la pandémie où est-ce que nos données de surveillance un peu plus classiques au niveau des enquêtes arrivaient souvent là, beaucoup trop tard pour être utiles à la prise de décision. Donc, on m'avait demandé d'avoir un volet un peu plus thématique émergent dans la présentation. Dans le fond, je vous ai mis quelques thématiques en émergence qui sont sous la loupe dans notre secteur jeunesse pour différentes étapes du parcours de vie. Par exemple, en périnatalité, on s'intéresse beaucoup à l'accès aux soins préventifs et je dirais aux besoins de santé des femmes enceintes migrantes. Donc, il y a eu un énorme boom migratoire au Québec et particulièrement à Montréal dans les dernières années. Et les gens du terrain, notamment, nous rapportent certaines préoccupations à l'égard de l'accès des femmes enceintes et de leurs besoins de santé pour une population là, qui est assez vulnérable. On s'intéresse également de plus en plus à la santé mentale en périnatalité, par exemple les dépressions pendant la grossesse, les dépressions en postpartum, l'adaptation au rôle parental. C'est des sujets qui sont considérés des hot topics. En petite enfance, il y a certaines priorités gouvernementales en lien avec la trajectoire pédiatrique, avec le programme Agir tôt, qui mettent sous le radar le développement du jeune enfant. Il y a également une volonté d'avoir un dossier éducatif dans les services de garde, donc une certaine surveillance du développement des jeunes enfants dans les milieux de garde directement par les éducatrices. Et avec le programme Agir tôt, c'est sûr qu'actuellement, ça a généré dans notre région une explosion des listes d'attente pour avoir accès à des services pour les enfants qui sont évalués, dans le fond, par le programme Agirto. Et la très, très grande majorité de ces enfants-là qui sont sur les attentes le sont pour des inquiétudes au regard du langage. Pour les enfants plus d'âge de l'école primaire, de plus en plus, autant dans la littérature que ce qu'on nous rapporte sur le terrain, la thématique des enfants à besoins particuliers est sous la loupe. Donc, il y a une augmentation dans les données de la proportion d'enfants qui sont EHDAA, le code ministériel qui identifie les enfants à besoins particuliers. Et là-dedans, il y a toutes sortes de diagnostics qui peuvent être inclus, dont les troubles du spectre de l'autisme, le TDAH, la double exceptionnalité. Ce sont des termes qu'on voit de plus en plus apparaître, pour lesquels nos données de surveillance montrent une augmentation des enfants qui sont à besoins particuliers. Et notre hypothèse principale, c'est vraiment que davantage de détection et de diagnostic se fait précocement de ces problématiques-là plutôt qu'une réelle augmentation du phénomène. Dans les écoles, on se préoccupe également beaucoup des multiples besoins des enfants qui sont dans les classes d'accueil, donc les enfants des familles issues d'immigration récente. On sait que c'est des enfants qui ont des très, très, très grands besoins de santé et ça pose des grands défis là, pour le réseau scolaire, autant pour la scolarisation de ces enfants-là que pour tous leurs aspects, leurs besoins de santé. Côté de l'adolescence et des jeunes adultes, il y a aussi plusieurs phénomènes qui sont sous la loupe, dont l'hyperconnectivité. Évidemment, ça implique tout le phénomène qui est plus en émergence parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on est dedans, mais des médias sociaux. Donc, les jeunes sont très, très connectés aux médias sociaux, beaucoup de temps passé devant les écrans, vous le savez. Il y a également le phénomène de la violence qu'on regarde davantage. C'est un nouveau dossier thématique à la DRSP à la DRSP de Montréal depuis le dernier Paris. Et je porte à votre attention que ce n'est pas seulement là, la violence armée très médiatisée qu'on inclut dans ce phénomène-là, mais également la violence dans les relations amoureuses, la violence familiale également. Donc, pas juste la violence armée. Conciliation études de travail, c'est très, très d'actualité avec la pénurie de personnel là, dans les milieux de travail et même avec les grèves qu'il y a eu dans le réseau scolaire là, en décembre dernier. Nos partenaires nous rapportaient que plusieurs jeunes avaient augmenté leurs heures de travail ou avaient même accepté des emplois à temps plein
pour lequel c'est sûr qu'il y a une surveillance accrue actuellement pour être sûr que ces jeunes-là retournent à l'école. C'est pas nécessairement un phénomène pour lequel il y a juste des impacts négatifs, là. Il y a aussi quand même plusieurs aspects positifs à ce qu'un jeune travaille, mais il y a comme certaines bonnes pratiques à garder pour être sûr qu'il y ait un équilibre. Et surtout, au niveau de la surveillance, on a très, très peu de données sur ce phénomène-là en émergence. Au niveau des substances qu'on surveille également, la consommation problématique de substances, l'alcool, qui est un hot topic là, pour les jeunes, mais je dirais pour la santé publique en général, le vapotage, vous allez voir, j'ai quelques chiffres là, qui peuvent être préoccupants, le cannabis, les opiacés, même chez les jeunes, ça commence à nous préoccuper, notamment au regard du décès qui a été médiatisé là, récemment d'un décès d'un jeune de 15 ans par surdose d'opiacés. Également, on s'est fait rapporter le fait qu'il y avait une préoccupation de certains partenaires au regard de la consommation de stéroïdes anabolisants chez les jeunes hommes. Et c'est lié à un phénomène où est-ce que c'est très, très accessible maintenant sur Internet d'acheter des stéroïdes anabolisants. Puis également, là, tout ce qui est les pop-up shops qui vendent toutes sortes de substances, là, certaines légales, certaines pas légales, mais qui vont comme apparaître dans le contexte d'un cadre législatif pas clair. Donc, ça nous occupe aussi d'essayer de documenter davantage ces phénomènes-là. Du côté des parents, donc on l'inclut aussi dans la trajectoire de vie. Les parents sont également une population qu'on cible beaucoup dans nos interventions en jeunesse. Tout ce qui est conciliation famille-travail. Donc, certains ont l'impression qu'il y a eu des gains qui ont été faits à ce niveau-là pendant la pandémie à cause du télétravail qui est devenu très, très accessible partout. Il demeure quand même plusieurs préoccupations là, sur le niveau de stress que les parents vivent, le niveau de responsabilité, la quantité d'informations auxquelles les parents ont accès pour bien jouer leur rôle. Et avec le nouveau programme Prospect qui va arriver au provincial sur les pratiques parentales positives, bien, tout ce qui est pratique parentale, stress, santé mentale des parents, ça devient un dossier pour lequel on va mettre davantage d'énergie dans les prochaines années. En background de ces thématiques-là, un petit peu plus ciblées sur le parcours de vie, on a vraiment certains phénomènes qui nous préoccupent en santé publique et qui sont, dans le fond, applicables pour l'ensemble des populations. Donc, une certaine dégradation des conditions de vie, par exemple, logement, insécurité alimentaire, dans un contexte d'augmentation du coût de la vie et d'inflation. Toute la crise migratoire, donc ça fait vraiment un changement assez drastique au niveau démographique dans notre région, cette arrivée-là de familles migrantes dans les dernières années. Les impacts de la pandémie, pour lesquels on a certaines données qui commencent à sortir, mais pour lesquelles on pense que d'ici les prochaines années, on va vraiment réussir à mieux capter tous les impacts de la pandémie, autant les négatifs que les positifs. Mesures d'urgence. Donc, mesures d'urgence, c'est un nouveau dossier de notre côté parce que c'est travaillé dans un autre secteur, mais tout ce qui est, par exemple, les épisodes de smog cet été, les épisodes de chaleur accablante, le froid puis le verglas qu'on a vécu, ça a vraiment des impacts sur les populations jeunesse et surtout sur les milieux. Donc, les écoles, par exemple, quand est-ce qu'ils doivent envoyer les enfants jouer dehors s'il fait trop chaud ou s'il y a du smog. Même chose pour changement climatique. Donc, même si c'est des dossiers thématiques qui ne sont pas directement ciblés aux populations jeunesse, il faut vraiment considérer les interventions pour adapter ça à notre population qui nous intéresse là, dans notre secteur. Donc, je vais faire un survol des principales enquêtes selon le parcours de vie. Je ne trouvais pas que l'exercice était facile. Et encore plus, sachant que là, maintenant, il y a plusieurs experts de surveillance là, dans la salle. Je vais vraiment essayer là, de ne pas trop m'attarder parce que sinon, faire un portrait exhaustif, c'est beaucoup trop long. Ça se peut que je saute certaines diapos là, pour respecter le temps et donner de la place aux échanges. Mais sachez, dans le fond, qu'il y a une panoplie d'enquêtes qui sont disponibles sur le parcours de vie. Je n'ai pas le luxe là, de vous présenter des données clés pour chacune de ces enquêtes-là, mais au moins, vous aurez un survol de qu'est-ce qui est disponible quand on tente, dans le fond, de faire un portrait de la santé des enfants et des jeunes.
Donc, un petit tableau qui fait un certain inventaire des enquêtes couramment utilisées en jeunesse. J'ai mis en gras trois enquêtes, dans le fond, qu'on utilise vraiment davantage que les autres. L'enquête québécoise sur le développement des enfants de la maternelle, l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle, l'enquête québécoise sur la santé des jeunes secondaires. Il y en a probablement d'autres. Et moi, j'ai un petit billet 0,5 ans parce que la majorité de ma pratique jusqu'à maintenant, depuis que j'ai gradué, c'est faite en 0,5 ans. Mais sachez qu'il y a énormément d'autres enquêtes qui sont utilisées là, pour les interventions en 0,25 ans. L'enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, les drogues et le jeu chez les élèves du secondaire, dans le fond, est vraiment aussi beaucoup utilisée. Et pour nos populations qui sont plus adultes, là, nos populations jeunes adultes, les enquêtes qui touchent la santé des adultes sont aussi beaucoup utilisées. Par exemple, les enquêtes, l'ESCC, puis le QSP, c'est à partir de 15 ans et plus. Donc, on a souvent des données là, pour les 15 à 24 ans qui nous permettent là, de guider nos interventions chez la fin de l'adolescence puis le début de l'âge adulte. Donc, j'y vais un petit peu plus par parcours de vie. D'entrée de jeu, en périnatalité, on n'a pas beaucoup de données d'enquête. Par exemple, au niveau de l'allaitement, la dernière enquête québécoise sur l'allaitement maternel remonte à 2005-2006. Il y a des données qui sont canadiennes qui existent plus récemment pour l'allaitement, mais c'est seulement une représentativité par province. Après, on n'est pas capable d'avoir des données au niveau régional. Il y a l'ELDEC, l'étude longitudinale sur le développement des enfants du Québec, le 1 et le 2, qui touchent certains facteurs de périnatalité. Mais dans le fond, ces enquêtes-là sont surtout utiles là, pour la production de connaissances, pour la recherche, pour nous pister sur quels sont les facteurs de risque associés à certaines trajectoires au niveau du développement. C'est moins des données spécifiques sur des enjeux, des problèmes ou des besoins de santé en périnatalité. Et ce n'est pas des données non plus qui sont régionales. On utilise beaucoup le fichier des naissances en périnatalité parce que ça, c'est des données de type recensement là, pour lequel on a toutes les naissances. On utilise beaucoup le recensement et on commence à réfléchir à utiliser à certaines données de monitorage à des fins de surveillance. Par exemple, le nouveau programme Ma grossesse, là, qui est l'avis de grossesse pour lequel une femme enceinte va sur le web pour inscrire sa grossesse. Une personne du CLSC va l'appeler pour évaluer ses besoins. Donc, ça, c'est tout nouveau. Là. Ça fait 1 an et demi que c'est en place. Et ça vise, dans le fond, d'avoir l'ensemble des femmes enceintes qui sont inscrites sur Ma grossesse. Donc, du moment qu'on a un programme qui vise à avoir une universalité de l'intervention, c'est sûr que c'est imparfait, mais pour nous, ça veut dire que ça serait intéressant aussi d'utiliser cette source de données-là à des fins de surveillance du moment qu'on démontre que ceux qui sont inscrits dans MicroCess sont représentatifs de la population. Et si jamais elles ne le sont pas, par exemple pour ma grossesse, on sait que fort probablement les femmes enceintes vulnérables qui viennent de différents milieux vont moins se prévaloir de ma grossesse. Et là, après, on est capable de comparer entre les données de ma grossesse versus les données du fichier des naissances ou du recensement pour essayer de voir est-ce qu'il y a une sous-représentativité de certaines populations pour un programme. Petit exemple pratique en périnatalité. Donc, je vous remets le plan d'action régional intégré, qui est notre offre de service de la DRSC de Montréal. Dans le fond, c'est vraiment un gros exercice de planification de nos actions régionales et locales, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait pour le dossier périnatalité, pour essayer de prioriser nos actions, c'est qu'on a cherché des données régionales et locales pour optimiser des interventions déjà en place à Montréal, voir si on cessait certaines activités, voir si on en ajoutait des nouvelles. Donc, vous voyez un petit peu là, les grandes lignes des interventions là, qui sont menées en périnatalité. Et dans le fond, il fallait se questionner sur qu'est-ce qu'on fait avec ces interventions-là. Et pour ça, il fallait réfléchir à quelles sont nos données qui sont disponibles. En fait, ah oui, j'avais un petit moment ici un peu plus interactif pour vous poser la question. Selon vous, ça serait quoi les différentes sources de données de surveillance qui pourraient être utiles là, pour l'exercice de planification au regard de ces interventions-là? Donc, vous pouvez soit utiliser le chat ou soit lever la main pour vous exprimer.
On m'avait demandé vraiment de rendre ça interactif, donc je compte sur vous pour bien participer. Il y a des gens qui veulent s'essayer. Je répète ma question. Ça serait quoi les différentes sources de données que vous utiliseriez pour orienter, dans le fond, votre planification au regard de la périnatalité? J'ai enlevé mon partage d'écran pour pouvoir voir le chat. Oui, justement, dans le chat, il y a une personne qui a mentionné taux de participation aux rencontres prénatales euh, et également des données de la RAMQ sur le nombre d'interventions en CIP et les lieux des interventions en CIP, de même que le nombre de femmes inscrites en CIP et HOLO. Très bien. Donc, tu sais, d'entrée de jeu, là, je vous l'ai déjà un petit peu dit, les punchs, c'est qu'on trouvait de notre côté qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour essayer de bien comprendre quels sont les besoins de santé, les outcomes de santé des femmes enceintes et des nourrissons. Donc, c'est vraiment les sources de données que je vous ai déjà mentionnées, là, fichier des naissances, le recensement, les données préliminaires du programme Ma grossesse, des données de monitorage pour l'allaitement, parce qu'au niveau des données d'enquête, c'est pas disponible de longue date. Donc, nos réflexes, c'est les données d'enquête pour le dossier périnatalité au niveau régional ne sont pas très utiles. On se retourne davantage vers des données de monitorage et des données administratives. Je vais partager mon écran. Juste vous rappeler là, aux animateurs que quand je suis en partage d'écran, je ne vois pas ni le chat ni les mains levées. Qu'est-ce que vous voyez actuellement sur l'écran? La présentation n'est pas en n'est pas en plein écran. Okay. Bien. Toujours pas. OK, ça devrait fonctionner. Oui, c'est parfait. Donc, quelques enjeux tirés de la pratique au regard de la périnatalité. D'abord, je vous l'ai dit, on n'a pas d'enquête récente pour l'allaitement et je dirais pour l'ensemble des interventions et des besoins pendant la grossesse et la période périnatale. Nos données de monitorage pour les taux d'allaitement sont de bonne qualité pour les bébés qui ont de 0 à 6 jours. C'est des données hospitalières, mais elles ne sont pas fiables pour les bébés de 7 à 28 jours. Donc, on n'a comme pas grand-chose là, pour une grosse priorité dans le fond notre planif, parce que dans le fond, l'allaitement, c'est retenu aussi au niveau provincial là, dans le PNSP. Pour le programme Ma grossesse, c'est vraiment, je vous donne des enjeux très pratico-pratiques là, qu'on vit dans notre quotidien. Bien, on sait que les données existent pour Ma grossesse parce que dans le fond, les données sont colligées par les CLSC. Mais du côté de la DRSP, pour le moment, à Montréal, on n'a pas accès aux données brutes. Donc, ça, c'est beaucoup là, d'aller-retour avec les CIUS, avec le ministère, avec plusieurs personnes pour essayer de faire débloquer nos accès. Et ça, je dirais, c'est des problématiques, certaines irritations qu'on vit au quotidien quand on sait que les données existent et qu'on pense qu'ils pourraient nous être utiles à nos actions, pour lesquelles, des fois, il y a certaines barrières là, administratives pour y avoir accès. En petite enfance, je vous le disais tout à l'heure, on a quand même beaucoup d'enquêtes qui documentent certaines problématiques, dont l'enquête québécoise sur le développement de la maternelle,
qui est une enquête de type recensement, là, pour lequel c'est sûr que je vais vous en parler davantage tout à l'heure de la méthodologie parce que notre petit exercice pratique touche là-dessus. L'enquête complémentaire qui vient avec l'ECDEM, c'est l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle qui va vraiment documenter à quel âge les enfants ont fréquenté un service de garde éducatif, combien de temps, est-ce qu'ils ont déménagé, quelques pratiques parentales dans 0,5 ans qui ont une influence sur le développement. Euh, dans la dernière mouture en 2022, il y avait comme tout un volet qui était ajouté pour documenter certains impacts de la pandémie. Puis, il y a aussi un volet sur les conditions de vie et les environnements dans lesquels les enfants 0,5 ans grandissent. Contrairement à l'ECDEM, qui nous donne des données à échelle géographique très petite, l'ECDEM, lui, c'est une représentativité régionale. On n'est pas capable d'avoir des données locales parce que l'échantillon ne le permettait pas. Le QEPE, ça, c'est une enquête qui a eu lieu seulement en 2015. C'est l'enquête québécoise sur l'expérience parentale des enfants 0,5 ans qui nous donne vraiment plus la perspective de quels sont les défis que les parents vivent là, avec des jeunes enfants. Toujours notre fameux recensement pour le portrait de notre population et aussi des données de monitorage. Par exemple, un peu l'équivalent de ma grossesse tout à l'heure, on explore du côté Agirto, surtout la visite d'abécédaire à 18 mois. Est-ce qu'on serait capable d'obtenir ces données-là, qui sont des données de monitorage, mais de les utiliser si elles sont de bonne qualité, puis si elles sont représentatives de notre population, également pour des fins de surveillance. Donc, c'est sûr que ça serait assez puissant là, d'avoir accès aux données sur le développement des enfants à 18 mois. Pour l'instant, ce n'est pas planifié là, d'ouvrir l'accès à des fins de surveillance, mais on sait que les données vont être corrigées parce que les infirmières à la visite de vaccination à 18 mois font depuis quelques mois la surveillance du développement de ces enfants-là dans une optique universelle. Là, je me permets de vous donner quelques données qui sont tirées de l'ECPEM parce que je pense que ça peut être intéressant là, de ne pas juste parcourir les enquêtes, mais aussi d'avoir quelques données. Donc, vous voyez ici que dans l'ECPEM, on documente le principal service de garde fréquenté là, avant l'entrée à la maternelle. Pour nous, c'est quelque chose qui est intéressant, mais je l'ai mis ici surtout pour porter à votre attention qu'il faut quand même faire attention sur l'application à l'échelle régionale de données provinciales, parce que si on regarde ici le portrait des types de gardes qui sont fréquentés au Québec, on voit que la majorité des enfants qui fréquentent ces services-là se retrouvent en CPE, alors qu'à Montréal, on a vraiment un portrait qui est complètement différent parce que notre taux de place en CPE est plus faible et on a énormément de garderies privées non subventionnées. Et là, ça, c'est via d'autres types de données qu'on est arrivé à ces conclusions-là. Par exemple, des données sur le taux de place en service de garde qui sont plus des données ministérielles. Donc, ça, c'est toujours notre réalité, qu'à l'échelle régionale, on ne peut pas prendre pour acquis que ça s'applique quand on a affaire à des échelles, des enquêtes provinciales. À droite, je pense que je vous ai mis, c'est ça, c'est la fréquentation de la maternelle 4 ans, qui également, c'est vraiment très, très d'actualité de suivre la fréquentation des maternelles 4 ans, surtout dans un contexte là, de boom migratoire, parce que nos populations immigrantes à Montréal, en moyenne, fréquentent un peu moins les services de garde éducatifs, mais ont un grand intérêt pour les maternelles 4 ans. Et c'est également là, une priorité gouvernementale de développer davantage les maternelles 4 ans, mais il y a des enjeux d'implantation, par exemple, pénurie de personnel, problèmes de locaux dans les écoles. Donc, c'est quelque chose qu'on surveille attentivement. Ici, peut-être un petit mot sur le fait que l'ECPEM donne aussi des données sur certaines pratiques parentales. Donc, ici, on a l'âge de l'enfant lorsqu'un adulte a commencé à lui faire la lecture. Donc, dans nos recommandations en général, on recommande de commencer à faire la lecture aux enfants avant l'âge de 1 an. Et on voit quand même là, dans le graphique que c'est à peu près 40 dans le fond des enfants pour lesquels leurs parents vont avoir commencé la lecture plus tardivement qu'à 1 an. Les facteurs qui sont associés à commencer la lecture précocement sont vraiment des facteurs liés à des populations très favorisées. Donc, vous comprenez que l'inverse est vrai. Là, les parents qui lisent moins précocement à leurs enfants sont ceux qui ne sont pas nés au Canada, les enfants qui ne sont pas nés au Canada, les parents qui ne disposent pas d'un diplôme universitaire,
Donc, c'est vraiment nos populations vulnérables là, qui vont moins faire la lecture précocement aux enfants. Donc, ça nous piste vraiment sur le type d'intervention après qu'on peut faire auprès de ces populations-là. Dans l'ECPEM, il y a également un volet sur le logement, donc la proportion d'enfants qui vivent dans un logement avec au moins une forme de nuisance. Donc, c'est assez intéressant d'avoir certaines données sur les conditions de vie parce qu'on n'a pas tant que ça de données là-dessus à part nos données de recensement. L'ECPEM permet aussi d'avoir un regard sur les habitudes de vie des enfants 0-5 ans. Puis pour le 0-5 ans, on a vraiment peu de sources de données pour les saines habitudes de vie. Alors que vous allez voir que du côté jeunesse, là, on a quand même on est plus équipé. Donc, c'est quand même assez préoccupant là, de voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent 16 là, moi, je trouvais que c'était élevé, passent en moyenne 2 heures et plus par jour devant les écrans, alors que c'est des enfants là, vraiment qui sont dans leur petite enfance. Au niveau de l'adolescence et des jeunes adultes, les principales sources de données qu'on utilise, c'est l'enquête québécoise sur la santé des jeunes secondaires, l'enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, le jeu, il m'en manque un. Ça va venir dans les prochaines diapos. Puis, comme je vous le disais tantôt, on utilise aussi des enquêtes chez les adultes, surtout quand ça documente le volet 15 à 24 ans. Donc, c'était la drogue qui manquait. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire. La dernière mouture de cette enquête-là date de 2019, puis on était capable d'avoir des comparaisons entre 2013 et 2019. Puis je porte à votre attention que le vapotage, l'utilisation de la cigarette électronique est vraiment en augmentation entre ces deux cycles d'enquête-là. C'est pour ça, dans le fond, qu'on le considère là, comme un dossier sous la loupe. Puis, de l'autre côté, je vais placer un peu l'organisation de mon Zoom. Dans le fond, de l'autre côté, vous voyez la progression de la consommation de cigarettes électroniques à travers les âges du secondaire. Donc, secondaire 1, vous voyez que c'est très peu, puis plus on augmente, secondaire 5, c'est très élevé. Et vous voyez surtout là, entre le bleu pâle et le bleu foncé, la différence entre 2013 et 2019 qui correspond dans le fond à l'émergence de la cigarette électronique et le renforcement de certaines pratiques de marketing par le commerce. D'autres exemples d'enquêtes qu'on utilise fréquemment en jeunesse, le QSP, le SCC, les enquêtes qui portent sur la violence et le SISMAC. On va les voir rapidement. Donc, pour le QSP, je trouvais intéressant de vous montrer là, des données sur les tentatives de suicide. Donc, ça, on est capable, dans le fond, de comparer aussi entre les cycles d'enquête, entre 2014-2015 et 2020-2021. Ça, c'est les tentatives de suicide chez les 15 à 29 ans. Et vous voyez quand même qu'il y a une augmentation entre les deux cycles d'enquête. L'augmentation est principalement chez les 15 à 29 ans. C'est des différences qui sont statistiquement significatives. Dans le fond, on note aussi là, dans cette enquête-là pour la santé mentale des jeunes, une augmentation de la proportion des 15 à 29 ans qui ont eu des idées suicidaires. Cette augmentation-là est principalement chez les femmes. Donc, ça aussi, c'est un phénomène là, qui nous préoccupe dès qu'il y a eu une augmentation de la tendance à la hausse. Donc, on va suivre ça attentivement dans les prochaines années. Consommation d'alcool excessif, là, je vous présente des données de l'ESCC. Donc, dans le fond, vous voyez là, par groupe d'âge, de notre côté, on s'intéresse beaucoup au groupe d'âge des 15 à 29 ans. Puis vous voyez la progression là, à travers les trois cycles de l'ESCC, où est-ce qu'il y a également là, une certaine diminution pardon, de la consommation excessive d'alcool chez les jeunes. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Là. Entre 2015 et 2017, il y avait très, très peu de différence, mais entre 2017-2019 et 2019-2020, on note une diminution de la consommation excessive d'alcool chez les jeunes de 18 à 24 ans particulièrement.
On utilise également, comme je vous disais, des enquêtes qui touchent la violence. Au Québec, on a quand même la chance d'avoir des bonnes enquêtes là, qui documentent les attitudes, les conduites parentales à caractère violent et également l'exposition des enfants à la violence conjugale. Et comme de notre côté, c'est un nouveau dossier pour lequel, dans lequel dans le fond, à Montréal, c'est nouveau qu'on s'intéresse à la violence et qu'on fait des actions spécifiques qui touchent ça. À ce moment-là, les données d'enquête là, deviennent très pertinentes. Finalement, le SISMAC, dans le fond, le système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, un système qui est surtout fait pour faire de la surveillance au niveau de la population adulte, mais qui inclut également certaines données sur les 15 ans et plus. Probablement que vous connaissez déjà le SISMAC, mais ça fait la combinaison là, de 5 sources de données différentes. Ce n'est pas comme une enquête. Là. Le SISMAC, c'est vraiment un système de surveillance qui combine, dans le fond, plusieurs sources de données différentes, dont les données RAMQ, les données médicaux, puis le registre des décès. Donc, du côté jeunesse, comment est-ce qu'on peut utiliser le SISMAX? C'est vraiment tout ce qui touche les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Donc, vous voyez qu'en 2017, entre les données 2017-2018 et les données 2020-2021, on a une augmentation de la prévalence de ces troubles de santé mentale-là pour tous les groupes d'âge. Et puis, quand on regarde chez les 15-19 ans et chez les 20-24 ans, ben, on voit quand même certaines tendances là, à la hausse aussi. L'enquête québécoise sur le cannabis, donc une enquête qui a lieu à chaque année maintenant, pour laquelle on s'intéresse de notre côté toujours aux données qui touchent les jeunes. Donc, vous voyez l'âge de début de consommation de cannabis qui varie là, entre 2018 et 2022. Donc, en 2022, les jeunes se sont initiés en moyenne un petit peu plus tardivement au cannabis qu'en 2018. Puis, l'enquête montre aussi, là, dans la mouture 2022, que le vapotage de cannabis gagne en popularité là, de plus en plus chez les jeunes. Donc, d'autres exemples tirés de la pratique. Des partenaires nous ont interpellés récemment concernant la consommation de stéroïdes anabolisants chez les jeunes hommes. Il y a également eu le décès par surdose de piacé chez un jeune de 15 ans qui a été très médiatisé récemment. Donc, de notre côté, ce n'était pas des thématiques qui étaient sous notre radar. Donc, du moment qu'on a des partenaires qui nous rapportent ça, un décès médiatisé dans les médias, on peut réfléchir sur quelles sont les données qu'on a disponibles et est-ce que ça vaut la peine de faire des interventions préventives. Donc, de votre côté, qu'est-ce que vous proposez pour essayer de mieux documenter ces thématiques-là? Je vois pas de main levée. Est-ce qu'il y a des gens qui savent si soit la consommation de piacé ou soit la consommation là, de stéroïdes anabolisants chez les jeunes, c'est documenté quelque part? Donc, je vous donne la réponse. C'est que dans le fond, pour les stéroïdes anabolisants, le phénomène semble davantage chez les jeunes adultes. Dans le QSP, l'enquête québécoise sur la santé des populations, on n'a pas de données là-dessus. On a une question, par contre, dans l'enquête québécoise sur la santé des jeunes secondaires. Donc, la dernière mouture, c'est 2016-2017, qui montre que c'était environ 2 des jeunes secondaires qui consommaient des stéroïdes anabolisants pour augmenter leur masse musculaire. Donc, 2016-2017, c'est quand même des données qui datent. Donc, ça va être intéressant de faire la comparaison avec le prochain cycle d'enquête qui était 2022-2023. Donc, nous, on devrait obtenir les données là, plus à l'automne prochain pour le QSJS. Là, Euh, je suis pas en partage d'écran. Je vois qu'il y a comme plusieurs commentaires dans le clavardage. Je ne sais pas ouais, si on les je prend me, maintenant. oui, je me disais que comme il reste seulement 8 minutes, peut-être qu'on pourrait conclure là et puis je pourrais vous lire les quelques commentaires ou questions qui ont été posées dans le chat.
Oui, dans le fond, je pense qu'on va laisser tomber l'exercice pratique avec le temps, là. J'avais comme mal estimé le temps de mon côté, mais je pourrais quand même juste à la fin vous inviter à réfléchir à l'exercice si jamais ça vous intéresse de le faire dans un deuxième temps. Voilà. Donc, ici, en premier, c'est plutôt un commentaire ou un complément d'information qu'une question. Euh, Mariana précise que l'enquête québécoise sur la parentalité, donc le EQP, vient remplacer le QEPE. Des données de 2022 sont disponibles. Donc, le QEPE, c'est l'enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0,5 ans. Donc, la première, l'enquête québécoise sur la parentalité, remplace la deuxième avec le long nom que je viens de mentionner. Sinon, une question, Lisa mentionne, nous sommes passés de la petite enfance à l'adolescence. Suivez-vous, donc je pense que c'est les données ou la discussion sur le PowerPoint. Suivez-vous des données pour les jeunes du primaire? C'est une très bonne question. Puis merci là, à l'autre personne qui avait fait la précision là, sur l'enquête sur l'expérience des parents. J'ai fait ça quand même rapidement hier, mes diapositives. Puis c'est vrai que celui-là, j'avais oublié qu'il y avait une nouvelle mouture de l'enquête. Donc merci de la précision. C'est l'avantage d'avoir des gens de surveillance dans la salle. Puis dans le fond, ben, c'est bien vu. Il y a vraiment un trou de données pour les enfants du primaire qui a fait en sorte qu'à la DRSP de Montréal, en 2017, on a fait une enquête spécifique sur les élèves de sixième année, qui était une enquête qui ressemblait un petit peu à l'ECDEM dans le sens que c'était une enquête de type recensement qui nous permettait d'avoir des données à échelle géographique très petite, mais c'était une seule fois et c'était financé au niveau régional. Ce n'est pas une enquête provinciale. Donc, de notre côté, c'est sûr qu'on travaille fort pour essayer de renouveler cette enquête-là à Montréal puis faire des comparatifs 2017. Et pour l'instant, là, on n'a pas de confirmation, mais c'est dans les plans. Puis, qu'est-ce qui serait vraiment intéressant de notre côté, c'est d'avoir la même cohorte que pour l'enquête de l'ECDEM 2022. Donc, l'ECDEM 2022, c'était les enfants qui étaient à la maternelle en 2022. Donc, on aimerait ça faire une enquête chez les jeunes de sixième année quand ceux de la maternelle qui étaient dans l'ECDEM 2022 arrivent en sixième année. Comme ça, des chercheurs, je ne sais pas s'il y en a dans la salle que ça intéresserait, mais pourraient, dans le fond, fusionner les deux bases de données et avoir un profil longitudinal de ces enfants-là. Merci beaucoup. Il y a une question de Patrick qui demandait là, je vais nommer les lettres, je ne me souviens pas exactement le nom de l'enquête, pour le QPPEM. Vous avez présenté les données pour l'ensemble du Québec concernant la répartition des enfants ayant fréquenté un service de garde selon le type de service de garde et non ceux de Montréal. Et donc, il demandait est-ce qu'il y a une raison que vous n'avez pas présenté les données de Montréal, mais j'imagine que vous avez une collègue, Nadine, peut-être, qui a répondu en disant que vous êtes actuellement en train de rédiger un feuillet pour Montréal. C'est vrai que dans l'extrême, j'ai présenté des données provinciales, mais déjà avec le rapport provincial, on a quelques données régionales. Mais c'était comme le titre de la présentation portait vraiment plus sur la surveillance au Québec, puis que moi, je donnais quand même beaucoup d'exemples de la DRSP de Montréal. Je voulais pas que ma présentation elle soit trop montréalo-centrique. Fait que c'est vraiment pour ça que je n'ai pas présenté les données montréalaises. Merci. Et Suzanne Gravel demande si le diaporama sera disponible par la suite. Alors, la réponse est oui. On va le rendre disponible avec l'enregistrement pour le visionnement différé. On va rendre disponible également le diaporama. Euh, euh, donc, peut-être, je pense que c'était elle également qui donnait, je pense, presque plus tôt au début, il y avait une question sur les données supplémentaires à prendre en considération. Donc, elle mentionne celle de la protection de la jeunesse, plus celle sur l'efficacité des mesures et programmes de prévention.
C'est tous des très bons points. Effectivement, là, les données de la DPJ, de notre côté, c'est aussi un des enjeux d'accès. Là. On travaille depuis plusieurs années à obtenir les données de la DPJ pour Montréal. C'est des données qui sont très sensibles et pour lesquelles il y a toujours une certaine méfiance à les partager, même à des fins de surveillance. Là. Et je vois aussi, dans le fond de Bernard Simon, qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'exercice pratique sur Oui. l'extrême. Donc, est-ce que ça serait opportun que je prenne peut-être 2 minutes pour présenter ce que j'avais réfléchi? Ben, maximum 2 minutes parce que sinon on va manquer de temps, puis on veut respecter le calendrier. Donc, très rapidement, s'il vous plaît. Parfait. Puis désolée là, pour mon manque de gestion du temps de la présentation. Là, je pense que j'aurais dû couper un petit peu plus les données d'enquête pour faire plus de place à l'exercice. Donc, je vais rapidement. Dans le fond, c'était surtout pour vous faire réfléchir à quelles sont vos pistes d'interprétation pour expliquer, dans le fond, le fait que les données de l'ECDEM, l'enquête québécoise sur le développement des enfants de la maternelle, entre 2017 et 2022, à Montréal, sont restées stables, alors que dans le reste du Québec, les données se sont dégradées. Donc, c'est une vraie question qu'on se pose et pour lesquelles on a plusieurs pistes d'interprétation, mais pour nous, c'était vraiment des résultats surprenants pour Montréal. Le fait que notre région n'avait pas bougé, on s'attendait, nous aussi, à une dégradation des données de l'ECDEM, entre autres à cause du contexte pandémique. Mais il se trouve qu'à Montréal, on est resté stable. Donc, je vous invitais, dans le fond, à réfléchir aux facteurs à considérer, autant des facteurs qui sont plus méthodologiques. Euh, donc, vous voyez un petit peu ici les données. Là. À Montréal, 28 reste Québec 29 c'est pas statistiquement significatif entre les deux. Puis, au niveau de la tendance temporelle, à Montréal, 2012, 2017, 2022, on est resté stable pour la proportion d'enfants vulnérables dans au moins un domaine de leur développement, alors que dans le Québec, il y a vraiment une proportion qui est significativement à la hausse depuis 10 ans. Et dans le fond, les facteurs, là, il y avait des données. Donc, qu'est-ce qui peut influencer les résultats de l'ECDEM? Je mettais quand même de l'emphase sur le fait qu'il peut y avoir des différences méthodologiques et entre autres dans certaines proportions d'enfants qui sont inclus ou exclus de l'enquête et aussi des changements démographiques et socio-économiques importants là, à Montréal, mais aussi dans le reste du Québec dans les dernières années. Donc, je vous donne ici là, vraiment les données du recensement 2016-2021, où est-ce que vous voyez qu'à Montréal, on a vraiment une grande, grande diminution de la proportion de familles avec enfants 0-4 ans qui vivent sous le seuil de faible revenu entre 2016 et 2021. Alors qu'au Québec, on a aussi une diminution, là, une tendance similaire, mais peut-être de moindre ampleur. Et les données de l'ECDEM sont très fortement associées là, à la défavorisation matérielle. Donc, pour nous, c'est une des pistes d'interprétation que nos familles les plus vulnérables ont probablement quitté la région, peut-être dans un contexte là, de gentrification ou d'augmentation des coûts des logements. Donc, c'était vraiment ça le petit exercice. Là. C'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs qu'on peut soulever, mais de ne pas oublier, dans le fond, de regarder vraiment comme il faut qui sont les enfants inclus puis exclus à travers les cycles d'enquête et regarder les changements là, démographiques des familles ou des enfants qui sont inclus dans l'enquête. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. C'est très intéressant. Je vais laisser Fatima dire le mot de conclusion. Merci encore, Dr. D, pour cette présentation très intéressante, comme Bernard Simon vient de le dire. Merci également à toutes les personnes participantes qui sont présentes aujourd'hui, à également à Chantal Liot et Emmanuel Dufault, qui sont nos deux conseillers en communication de l'École de santé publique, qui sont responsables de la promotion et de l'organisation du séminaire. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain séminaire qui aura lieu le 15 février et qui portera sur le dénombrement et le portrait des personnes en situation d'itinérance au Québec, qui sera présenté par des professionnels de l'INSPQ et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est ce qui conclut notre séminaire d'aujourd'hui. Nous vous remercions encore pour votre présence et vous souhaitons une agréable fin de journée pour aujourd'hui. Merci. Donc, merci beaucoup à tous les participants. Merci beaucoup
Catherine, pour votre présentation. C'était très intéressant. Et Merci merci, pour Fatima. l'invitation. Bonne journée. Merci. Merci à vous aussi. Bonne fin de journée.